Vous êtes dans les mots de l'écriture par Vicky Saint-Ange. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Kobaïchi. Bonjour Kobaïchi. Bonjour. J'ai plein de questions à te poser. J'ai hâte que nous ayons notre discussion tous les deux. Mais avant, comme je me dis que tout le monde ne te connaît pas forcément, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Donc, je suis Kobechi. J'écris sérieusement, on va dire, depuis 2019 à peu près. Avant ça, j'ai écrit quelques nouvelles, mais j'ai jamais été au bout d'aucun format long. Puis, en 2017-2018, j'ai eu une année de vide total au niveau imaginatif. J'ai toujours beaucoup de personnages, d'histoires dans la tête qui se racontent un peu toutes seules. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc dans ma vie qui fait qu'il n'y a eu plus rien pendant un an. Je l'ai très mal vécu. Donc quand c'est revenu, je me suis dit c'est bon, cette fois-ci, on attaque pour de vrai. On écrit une histoire longue et complète. Et j'ai été au bout. C'était Degenerate King, qui a été publié sur Wattpad, du coup. Il a gagné un What Is en 2021, je crois. Et puis après, j'ai continué. Manor Wand, que j'écris pour le moment. Il y a le tome 1, le tome 2 est en cours d'écriture. Il y a une pléthore de nouvelles. Je sais pas combien j'en ai écrit, des dizaines. Deux calendriers de l'Avent avec une nouvelle par jour. 2 années de suite. C'était trop. Vraiment, c'était trop. Et sinon, voilà. En gros, ce que j'écris. Super. Est-ce que tu as un genre de prédilection? Oui, c'est souvent très fantastique. Parfois un peu de l'horreur aussi. Surtout pour les nouvelles, pas tellement pour les romans. Et pour le moment, il y a pratiquement tout ce que j'écris est du fantastique dedans. Et pléthore de personnages queer. Ah, heureusement, c'est un peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je suis rassurée quand même. Dis-moi, comment est-ce que tu en es arrivé à écrire des récits LGBTQIA+, c'est pas juste des récits en général, parce qu'en fait, il y a plein de gens, même des personnes qui se disent LGBTQIA+, qui ne sautent jamais le pas. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur des récits LGBTQIA+. Ouais. Je pense que quand j'ai découvert que j'étais non-binaire, donc il y a, je sais pas, peut-être 15 ans maintenant, j'ai découvert sur le tard, j'avais passé 20 ans. Enfin, j'ai mis un mot dessus, en fait, à ce moment-là. Je savais pas tellement que ça existait avant. Je me suis dit que j'avais envie de lire des livres où il y avait des personnages qui n'étaient pas cis, qui n'étaient pas hétéros, pour être un peu représentés. Et on n'en trouvait pas tant que ça à l'époque, on en trouve beaucoup plus maintenant. Mais du coup, j'ai envie. Quand même pas ouf. Hein. Ouais. Au niveau non binaire, c'est très très dur. Ça dit quand même quelque chose de l'absence complète de diversité qu'il y avait dans la fiction il y a 15 ans. Ouais. Vraiment. C'est comme beaucoup de gens, je pense, il me semble, en tout cas des gens que je connais, c'est beaucoup comme ça qu'on a commencé. C'était en lisant des yaoi. Et oui, tu es la troisième personne de la team yaoi que j'interviewe. Ça m'étonne pas. Et puis quand on cherche un peu autre chose que des yaoi, genre des yuri ou quoi, maintenant il y en a. Et il y en a des très bons. Mais à l'époque, il n'y avait rien en fait. Tu regardais toutes les sorties sur un an, il y avait pas mal de yaoi qui sortaient chez... merde, j'ai plus les noms, chez Ototo ou chez Boys Love, je sais plus leur nom. Mais des yuri, t'en avais peut-être un sur l'année quand t'avais de la chance. Et
et des trucs plus généraux, avec des personnages non binaires, trans, machin, bah, pas beaucoup non plus. Ah non, c'est sûr que il y a 15 ans, c'était douloureux et c'est vrai que se construire sans aucune représentation, eh ben, ça fait pas du bien. Ouais. Moi, j'avoue que je dis souvent quand on me pose ce genre de questions que j'écris les récits que j'aurais aimé lire ado ou jeune adulte. Ouais. Je sais pas ce que toi, quelle est ta vision, mais moi, Je c'est suis vraiment très ça. d'accord avec ça. J'écris ce que j'aurais aimé pouvoir lire. Et, et je pense que c'est quand même une des spécificités de l'écriture queer ou LGBT en général, hein, c'est qu'on a tendance non pas à écrire des récits qui nous obsèdent, même si des fois oui, alors que ça c'est un truc qu'on entend beaucoup chez les auteurs cis-het, mais plutôt des récits qu'on aurait aimé pouvoir découvrir nous-mêmes. Et je trouve que c'est un postulat qui est vachement différent quand même. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais, c'est vrai. J'ai entendu beaucoup de gens dire ça aussi. Euh, ouais, c'est pareil pour moi. C'est des trucs que j'aurais aimé lire il y a longtemps, ou toujours maintenant en fait. Et après, ça peut être obsédant aussi. Quoique c'est vrai que j'ai une idée très obsédante de bouquin. J'arrive pas à Ah, écrire. Ah, mais c'était dis-nous tout, dis-nous tout. Ah, honnêtement, elle était là avant le premier roman que j'ai écrit. Elle était là des années avant. J'ai un univers. Mais en fait, je lis très peu de fantasy. Et j'en écris pas. Je vais peut-être écrire une ou deux nouvelles qui se passent dans un univers fantasy, mais c'est tout. Et cet univers-là est fantasy. J'ai la politique, j'ai le monde, j'ai les autres pays autour de celui où ça se passe. J'ai plein de trucs. J'ai pléthore de personnages et j'arrive pas à trouver. Et j'ai pas que des personnages queer dedans, c'est peut-être ça qui me dérange. Oh mon Euh, Dieu! et oui, Oh. le personnage principal l'est quand même. Ah oui, d'accord, non, parce que j'allais dire pourquoi tu te fais du mal. Non, non, non. Mais justement, je l'ai pas écrit cette histoire-là parce que elle me dépasse, je pense. Je sais pas. J'ai des idées de ce qui se passe sur plusieurs générations. C'est insupportable. Je déteste les gens qui sont comme ça en général. Et, euh, et j'arrive pas à l'écrire. Elle est trop énorme pour moi. C'est pour ça que j'ai pas commencé avec cette histoire-là. Je me suis dit, oula, je suis partie pour 5 tomes, laisse tomber, on va commencer par un one-shot. One-shot qui se finit de façon très très ouverte, donc il y a vraiment l'espace pour que j'en rajoute. J'ai des idées pour encore des tomes après en plus, mais bon, ça je sais pas fermer les histoires. Il y a toujours une petite porte, une petite trappe qui est ouverte à la fin, et toujours moyen de ressortir. Mais je crois que je l'écrirai jamais cette histoire-là parce qu'elle est trop énorme en fait. Ou alors en faire un jeu de rôle, mais c'est pas mon boulot. Ouais, écrire un jeu de rôle, ça reste de l'écriture, si je peux me permettre. Mais tu m'as jamais entendu dire, quand j'avais beaucoup trop d'idées pour ma capacité d'écriture, et que c'est pour ça que je refourguais mes prompts, mes idées aux gens. Comme ça, on sait jamais, peut-être que les gens allaient les adopter et, et que je pourrais les lire, mais sans avoir à me fouler à l'écrire. Ouais, 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 je comprends. Je fais un peu pareil avec les idées, pas aussi obsédantes que celle-là, mais des trucs que j'ai, qui m'emmerdent depuis des semaines ou des mois. J'écris un prompt avec une idée vague des personnages. Je mets ça sur Wattpad. Et c'est, si vous le voulez, vous le prenez, vous m'en débarrassez. Je ne veux plus en entendre parler, sauf si vous l'écrivez. Oui, donc je fais pareil, ouais. Ah ouais, moi je trouve que mettre à l'adoption des prompts, c'est très très bien. Ça fait du bien, quoi. Ouais. C'est, il y a une année, je les compilais comme ça, et j'ai fini par en avoir 90 quand même, en pas beaucoup de temps. Et j'ai fait, bon, ça va pas le faire là. Donc j'ai un petit peu retravaillé la forme et j'ai fini par le proposer en tant que petit produit comment ça s'appelle? Sur ma boutique en ligne, en me disant peut-être qu'il y a des gens qui vont adopter
un de ces 90 prompts parce que c'est juste pas possible. C'est une super idée. Ah ouais. Et puis dans plein de genres, hein, et c'est quand même là où tu vois le côté assez dramatique d'avoir une imagination un peu trop fertile. Ouais. Parce que le chat qui traverse la rue, qui s'assoit au milieu de la rue, moi ça me suffit hein, pour créer un Je, univers. je compatis totalement. Bon, je vais peut-être arrêter de me plaindre. Euh, Dis-moi, tu nous as dit que tu publiais sur Wattpad. Ouais. Est-ce qu'il y a des spécificités dans l'écriture LGBT sur Wattpad? Des trucs. Moi, j'ai toujours entendu dire que sur Wattpad, c'était vachement compliqué d'être repéré, que quasiment personne nous lisait, que quand on avait des retours, c'était soit de l'orthographe, soit du lol trop bien. Euh, Est-ce que ces généralités s'appliquent aussi à Wattpad? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'écriture de récits LGBT par rapport à Wattpad? Dis-nous tout. Ouais, bah c'est très dur de se faire repérer sur Wattpad quand on n'écrit pas ce qu'ils ont envie de mettre en avant pour le moment. Et vraiment, ça Ah fait des oui. années que j'y suis. Et Et ce donc qu'ils mettent en ouais. j'imagine que les récits LGBT, jamais mis en avant, hein. Ah, en fait, si, ça peut arriver, mais des romances gays, souvent. Ah oui, J'aime, vas-y. ouais. Mais c'est surtout quand même des trucs, de la dark romance ou des machins vraiment pas safe du tout. Enfin, des trucs que personnellement je lis pas. Ah Et, oui, ouais. Et sinon, des fanfictions. Des fanfictions, ça, tu peux très vite avoir beaucoup, beaucoup de lecteurs. Du coup, honnêtement, j'ai tenté. J'en ai écrit une de laquelle je me suis beaucoup trop investie vu qu'elle a fini par faire 200 000 mots. oh. Ouais. Alors là, je Et, sais pas si le bruit que je viens de faire a été enregistré, mais sachez qu'il y avait le bruit du choc et du traumatisme. et oui, du coup, sur ça, bah oui, j'ai des lecteurs et des lectrices, essentiellement des lectrices, encore une fois. Euh, mais c'est des gens qui viennent pas vraiment voir ce qu'on fait d'autre, en fait. Donc, c'est bien, parce que tu as cette histoire-là qui monte, mais ça fait quand même chier de voir que tu as une histoire à plus de 100 000 lectures et qui. C'est pas tes personnages, en fait. Donc, ça, j'ai essayé, voilà, c'est bon. Je pense pas que je réécrirai de fanfiction. Je suis venue aux fanfictions très très tard, j'avais passé 30 ans. Oh, ah Ouais, oui, c'est ah vraiment oui, oui. bizarre comme truc. Alors que moi, on était au siècle dernier quand j'ai commencé. Bon, c'est Au une vieille, millénaire moi. dernier. Oui, au millénaire dernier, oui, c'est encore pire. Au Ouais. millénaire dernier. Et mais est-ce que ces gens vont voir d'autres fanfictions que tu écrirais? Ou est-ce qu'ils sont vraiment hyper silotés, du genre je ne lis que ce truc-là chez cette personne? Bah, si tu écris sur le même univers et souvent le même pairing, il y a des chances qu'ils reviennent s'ils ont bien aimé. Mais étant donné que j'ai pas écrit sur d'autres univers que celui que j'ai fait, honnêtement, je sais pas s'ils reviennent pour d'autres. À mon avis, si tu écris du Harry Potter puis que tu passes sur Naruto, ce sera pas le même public. Oui, en Souvent, effet. ils ont quand même l'air très très monomaniaques. C'est pas une critique, hein. Je peux l'être aussi. En Euh, même temps, Naruto. Désolée, moi j'ai fait la partie de la team qui n'a jamais compris Naruto. Voilà, désolée. ouais, j'ai pas apprécié non plus. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai laissé tomber. Et c'est marrant parce que il y a quelques jours, j'ai eu Diane Berilla et Diane, elle, au contraire, a beaucoup, beaucoup adhéré à Naruto. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est toujours autant le cas aujourd'hui, mais c'est vraiment un univers où soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Autant il y Ouais, a moi, des univers où c'est bof. ouais, mais ça me laisse euh, indifférent. Moi, ça- je déteste pas, mais je vois pas l'intérêt pour moi, en fait. ouais. Je connais pas assez bien aussi, c'est tout à fait possible. C'est certainement ce que te diront les fans. Ouais, il y a des chances.
Ouais, et donc tu disais difficulté à faire passer les gens des fics, où ça fonctionne pas trop mal, à des récits originaux. Très très difficile. T'as vraiment des gens qui vont s'investir dans la fanfic, qui vont laisser des commentaires partout, qui vont être super enthousiastes, qui vont demander la suite. Et puis t'entends plus jamais parler d'eux une fois que c'est terminé, quoi. Et, tu vas faire un peu de pub pour dire hey, j'ai écrit un truc original, venez voir. Si vous avez aimé l'écriture, a priori, vous allez la retrouver dans ça, mais ça les intéresse pas. Alors que c'est. Il y a des ressemblances, quoi, je suppose, vu que c'est la même personne qui l'écrit, mais non. Oui, puis c'est pas des genres radicalement différents non plus. Bah voilà. Surtout que mon exemple, là, pour le moment, ce que j'écris, c'est Manoir One, c'est du young adulte. Donc, franchement, on est dans le même genre de truc. Mais bon, ça les intéresse pas, tant pis. Je peux pas les forcer. Et est-ce que c'est spécifique à la littérature LGBTQIA+, ou est-ce que c'est global à Wattpad de ton expérience? J'ai l'impression que c'est quand même global à Wattpad. J'ai pas tellement de trucs qui sont pas queer sur mon compte. Enfin, les deux calendriers de l'Avent, ils sont pas du tout mis en avant comme étant queer. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait une seule histoire d'amour dedans, en fait. Je le fais pas exprès, mais c'est vraiment pas un truc que j'écris naturellement. Du coup, les persos peuvent être absolument ce qu'on veut. Donc, pour les gens qui sont pas LGBTQIA+, ça va être des persos cis hétéros, c'est sûr. mais du coup, je vois pas. Ouais, limite, c'est encore plus difficile, de mon expérience à moi, de ramener des gens sur ce genre d'histoire que sur des histoires queer. Parce que là, vu qu'on est moins, peut-être qu'on se voit plus facilement. Après, Oui. comme les autres histoires, c'est des nouvelles, j'ai l'impression que les nouvelles, de manière générale, c'est très difficile d'avoir des lecteurs là-dessus. Ouais. Oui, et puis peut-être, comme le disaient Jeanne et Diane lors de l'enregistrement de la table ronde sur les questions d'édition, il y a une sorte de fidélité des lectrices de MM, de FF, parce que il y a moins de choix, quoi. Ouais. Ok, ouais, non, je comprends bien. Bon, alors, je vais poser une question fatale, hein, mais c'est quoi ta vision des personnages trans, déjà dans la littérature mainstream, et alors là, c'est le gros mot, hein, quand même, on va pas se mentir, et puis dans la littérature LGBTQIA+, ou queer, hein. C'est quoi ta vision de ces personnages-là? Ouais. Dans la littérature, de manière générale, ils sont quand même très invisibles. Ou alors ça va être des personnages méchants ou fous. J'ai pas, je cherche, j'ai pas d'exemple dans la littérature mainstream où c'est juste des personnages comme des autres en fait. Ouais, tu veux dire des stéréotypes ultra négatifs, quoi. Ouais. Ouais. Il y Ouais. en a probablement, il y en a, c'est certain. C'est pas possible qu'il y en ait pas. Mais dans mes lectures de ces dernières années, je n'en vois pas. Mais je vais être honnête, si tu prends de la littérature mainstream, euh, je suis pas sûre de voir une représentation neutre, positive d'un personnage trans. Ouais. Alors, Ouais. je parle pas des personnages non binaires, parce que alors là, voilà, hein. Oui. On n'existe pas, c'est pas, c'est pas vrai. C'est un mythe. Mais vous êtes des licornes! Mais oui, Et ça, c'est quand même vachement classe. je trouve aussi. Mais ça peut être frustrant, je pense. Ah, un peu. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est moins frustrant parce que je me dis, bon, voilà, je suis arrivée jusque-là sans en voir. Je vais en mettre dans mes histoires, mais plus jeune, ouais, c'est très très frustrant. Ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que la littérature LGBTQIA+, sauve les meubles, ou est-ce que c'est aussi nul, en fait? Non, c'est pas aussi nul, ce serait difficile de faire pire. Excuse-moi. Non, non.
Mais je trouve que, bon, ces dernières années, on a commencé à avoir des représentations un peu plus intéressantes, parce que bah, c'est écrit par des concernés, souvent. Mais on a quand même beaucoup de récits qui se ressemblent un peu, ou alors qui parlent toujours des mêmes choses, genre le coming out ou le coming in. Et Est-ce que franchement, tu peux définir ce qu'est le coming in pour les personnes qui nous écoutent? oui, bah, c'est quand tu te rends compte toi-même que tu es concerné par ça, en fait. Tu te dis, quand tu acceptes le fait que, bah, que tu es trans, ou que oui, que tu t'en rends compte, ou que tu mets un mot. Personnellement, c'est quand j'ai mis un mot dessus, en fait. Je me suis dit, tiens, il y a des gens qui, comme moi, se disent qu'ils ont pas l'impression, qu'ils se sentent ni filles ni garçons. Et en fait, il y a un mot dessus. J'ai attendu d'avoir 25 ans pour découvrir qu'il y avait un mot dessus. Waouh! En gros, c'est le moment où le cerveau fait Tadam! On avait oublié de te dire, au fait. C'est ça. Exactement ça. Qu'est-ce que le cerveau est pénible. Enfin, Ouais, ouais. Et en fait, en même temps, pendant que tu dis ça, tu vois, moi, enfin, en préparant notre interview, hein, moi j'ai réfléchi à quel était mon bouquin avec un personnage trans que je préférais et tout. ouais. Et, euh, et en fait, mon bouquin préféré, c'est celle dont j'ai toujours rêvé, de Meredith Rousseau. Ouais, je Euh, l'ai lu il y a longtemps. Enfin, quand il est sorti. ouais, ouais. Alors c'est beaucoup présenté comme une notion, enfin un roman autour du coming out, autour de l'acceptation, enfin voilà, il y a tout cet aspect-là. Mais en fait, moi je trouve que quelque part, il est hyper mal marketé. Et pourtant, c'est Gallimard, hein, ou Pocket, si je dis pas de bêtises. Parce que moi, je trouve que c'est surtout un récit de sororité. Euh, et, euh, et je trouve que, à mon avis, il serait beaucoup plus fort par bien des aspects si on le présentait comme un récit de sororité, qu'une femme trans est aussi au sein de la sororité de toutes les femmes, qu'il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et, euh, et voilà, mais ouais, il a été écrit par une personne concernée. Ouais, Et voilà quoi. c'est vrai que maintenant que tu en parles, ouais, il m'avait bien plu aussi. Et oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. De ce que je me souviens du livre, honnêtement, euh, c'était quand même il y a quelques années, je crois. Donc, je m'en souviens pas hyper bien non plus, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais ouais, ouais. Et question très bête, mais est-ce que toi, tu as déjà vu dans l'édition classique, hein, j'écarte l'auto-édition pour l'instant ou le monde du fanzina, est-ce que tu as déjà vu des romances avec des personnages trans comme personnages principaux? Hum. Parce que Comme ça, je dirais. moi, Mais c'est un après, truc. Vas-y. comme ça, je dirais non. Mais je suis probablement pas la bonne personne à qui demander parce que je lis pas énormément de romances de base. Donc, je vais pas forcément me tenir au courant de ce qui sort ou aller plutôt vers ça. Là, comme ça, j'en vois pas. Mais je suis pas le public à la base pour les romances. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée, c'est que même dans les maisons d'édition euh, qui ont longtemps fait quasiment que du MM ou très majoritairement du MM ou du FF hein, pour d'autres, je n'ai jamais vu une romance avec un personnage trans comme personnage principal. Et en fait, généralement, quand on trouve de la romance, souvent c'est écrit par des concernés déjà. Et Ouais. puis c'est beaucoup de fanzina ou d'auto-édition.
C'est, Ouais. j'avoue, en fait, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est, ce que fait Théodore Pralinus. Ouais. Il y a des personnages trans ouais, dans la dernière BD qu'il a fait, ouais. Il y a Boys Ouais. Will Be Always Will Be Boy. Ah Boy oui, Will celui-là, je l'ai pas lu. Je sais jamais dans quel sens ça va. Oui, et là, c'est du T40. Alors, juste petite pour nos auditeurs, T40, c'est une abréviation de Trans for Trans, c'est-à-dire des romances en personnages trans. Voilà. Ouais. Mais ouais, en dehors de cet exemple-là, moi, j'ai rien qui me vienne spontanément, en fait. En fait, je crois que j'en ai un, mais ça vient d'une toute petite maison d'édition. C'est La danse des regards, chez Academia. Et ouais, je pense que le personnage principal est une femme trans. Encore une fois, c'est un truc que j'ai lu il y a un moment. Et est-ce que c'est vraiment une romance? Je pense que c'est pas une romance, mais il y a quand même une histoire d'amour dedans qui prend quand même pas mal de place. Et il me semble que le personnage principal, je sais plus du tout son nom, est une femme trans. Mais je vois que cet exemple-là. Et je suis même pas sûre que tu connais sa maison d'édition. Alors, pour être honnête, non. Academia, pour moi, c'est un truc de soutien scolaire. Mais je note, je note. Je me demande si c'est pas une maison d'édition belge, mais je vais peut-être dire une connerie en faisant ça. Peut-être, ouais. Je connais moins bien les maisons d'édition belges. Il faut dire que nous, en France, nous avons la chance d'avoir les éditions Bolloré, Ah bah, qui phagocytent beaucoup de trucs quand même. ouais. On les a jusque chez nous aussi, pas de problème. Chouette! On importe le Bah oui, meilleur de la France. tout à fait. Voilà. Hein. Ceci est de l'ironie pour ceux qui n'entendraient pas. Ou qui liraient la retranscription quand elle sera faite. Là, on parle de ce qu'on ne voit pas, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu ne veux plus voir dans, dans la littérature en général? Des trucs qui te font saigner les yeux, les oreilles, le cerveau? Ouais, bah déjà, j'aimerais ne plus voir des auteurs ou des autrices non concernés écrire sur des personnages queer sans s'être renseignés auprès de quelqu'un de concerné. Parce que systématiquement, c'est n'importe quoi. Enfin, si on se renseigne pas un tout petit peu sur quelque chose qu'on ne vit pas, ou qu'on n'expérimente pas soi-même, il y a quand même beaucoup de chances de se planter. Et oui, on se retrouve avec des personnages mégenrés. C'est encore le moins pire de ce qu'on peut voir. Et sur des histoires queer totalement fantasmées et, et souvent très érotisées de façon pas réaliste, pas vraiment intéressante. Donc, ouais, que les gens se renseignent sur ce qu'ils écrivent, ce serait sympathique. Tu J'espère vois que ce tu que tu n'entends dis? pas mes chiens aboyer, que mon Non, micro j'entends n'est pas pas tes assez chiens puissant. aboyer. J'entends pas tes chiens aboyer, c'est parfait. Et moi, je croise les doigts toute l'après-midi. Donc là, on est en fin d'après-midi, hein, en termes pour le tournage. Toute l'après-midi, j'ai eu une alarme de voiture qui s'est déclenchée régulièrement dans ma rue. Je croise les doigts pour qu'elle se soit arrêtée, histoire qu'on n'ait pas droit au bruit de l'alarme de voiture. Euh, Plus sérieusement, ce que tu dis, moi, ça m'inspire deux réflexions. Euh, La première, c'est quand tu dis que le mégenrage, c'est quelque part le moins pire, qu'il y a des trucs encore pires parce que les gens prennent pas la peine de se renseigner. Je pense que c'est aussi intéressant d'aller lire ce que font des auteurs concernés en termes de fiction, euh, parce que, tu vois, pour revenir à Théodore Pralinus, euh, le dead name, pour les personnes trans, bah, c'est une extrême violence de l'utiliser. Mhm.
et pourtant, dans les récits de Théodore Pralinus, parfois le dead name est utilisé, soit parce que les personnes qui l'utilisent ne savent pas que c'est un dead name, soit parce que ben, les personnes sont transphobes ou complètement fermées à la réelle identité des personnes. Et moi, ça a toujours été quelque chose où, en tant que femme cis, queer mais cis, hein, euh, j'ai jamais trop su comment me dépatouiller parce que c'est une réalité. Quand tu croises quelqu'un que t'as pas vu depuis 20 ans, alors que t'as fait ta transition il y a que 10 ans, si Ouais. la personne te reconnaît, elle va pas savoir que t'as changé de pronom, que tu utilises un autre nom que ton dead name. Enfin, elle peut matériellement pas savoir et c'est pas de la malveillance. Mais en même temps, c'est une forme de violence. Et je trouve que Théodore Pralinus a vraiment su proposer des alternatives dans ses récits. Par exemple, dans Boys Will Be Boy, euh, Théodore Pralinus, en fait, dans les endroits où on devrait voir le dead name, il y a un espèce de gros tampon censuré dessus. Ah ouais. Ce qui fait qu'on ne voit jamais le dead name. Euh, et je trouve que c'est une manière absolument géniale de à la fois traduire une réalité Ouais. sans rentrer dans ce cercle de violence auquel moi j'aurais jamais pensé en fait. Je pense que certainement ma solution aurait été de faire échappe et de ne pas utiliser, trouver des phrases où on met pas de pronom, trouver des phrases où on met pas de prénom, enfin tu vois. Ah ouais. Et je trouve que c'est au-delà du côté chouette, d'aller lire des auteurs concernés, des autoristes hein, d'une manière générale concernés, d'aller lire des personnes qu'on met pas forcément beaucoup en valeur et tout, et ben c'est aussi quelque part repérer des pratiques qui sont positives et enfin que moi je trouve positives et saines pour eh ben, se les réapproprier et ne pas dans nos récits générer des violences. Tu vois? Je sais pas Ouais, ce ouais. que je sais Ouais, pas je ce que trouve t'en que penses, mais cette idée, elle est vraiment sympa. J'ai pas encore lu Boys Will Be Boy, mais ouais, c'est vraiment une bonne idée. Euh, et puis c'est pas compliqué à mettre en œuvre quoi. C'est dans de la BD, tu mets un gros tampon censuré. Du texte écrit, tu peux mettre entre crochets censuré, quoi. ouais, Et quitte à mettre une petite astérix et note de bas de page la première fois, quoi. ouais, ouais. Et, et, Ouais, vas-y. et je trouve qu'en fait, quelque part, ça change tout. Bah ouais, franchement, l'idée, elle est vraiment bien. Ça m'étonne pas de lui. Euh, Oui, on est d'accord. ouais, ça fait quand même quelques années que je le suis. Euh, ouais, parce que justement, j'ai un peu un problème comme ça avec ce que je suis en train d'écrire pour le moment. J'ai un personnage qui se rend compte qu'il est trans, mais pendant pratiquement tout le tome 1, il est genré au féminin parce que même lui n'est pas au courant de ce qu'il est réellement. Et c'est quelque chose que je dois changer à la réécriture, tout ça. Et je suis un peu bloquée sur ça. Et j'essaye de trouver des... Ouais, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de périphrases en mode pour essayer d'éviter de dire elle. Son prénom ne changera pas parce que c'est un prénom épicène. Mais tombait bien. tombait trop bien. Oh, quelle chance. Pas du tout fait Le exprès. C'est hasard a totalement bien hasard. fait les choses. N'est-ce pas? Euh, mais oui, c'est un truc que ça pourrait débloquer quelque chose chez moi. Est-ce que tu viens de me dire pour trouver une solution, une astuce comme ça pour ma réécriture? Oui, c'est, j'en suis vraiment ravie. Et puis, tu vois, moi, ta réflexion, ce que tu disais, moi, ça m'inspire une deuxième réflexion qui est que je trouve intéressant que ta remarque soit euh, sur le
porte sur des personnes non concernées qui ne prennent pas la peine d'aller s'informer. Ouais. Parce que tu sais comme moi, je pense, que, le drama éternel qui ressort tous les ans lors de la Pride Month, c'est: «Ah là là, il y a des méchantes personnes LGBTQIA+ qui ont dit que les non concernés ne devaient plus écrire, sur les personnes LGBTQIA+.» Et donc là, généralement, tu as la moitié de ma timeline qui est remplie de ça, avec comme réponse: «C'est pas ce qu'on a dit!» Et je pense que quelque part, c'est universel. C'est un moment, s'il vous plaît, enfin, essayez juste de vous renseigner 2 minutes, quoi. Ah ouais. Ouais, il y a la même chose pour les personnages racisés, pour les personnages handis. Et à chaque fois, ouais, le problème, c'est de ne pas se renseigner. C'est tout ce qu'on demande en général. Bah ouais, et puis surtout, je trouve qu'il y a une différence, et je trouve qu'elle est souvent assez visible, entre les personnes qui ne se sont pas renseignées et les personnes qui se sont renseignées, mais pas assez bien sur un sujet, qui n'ont pas assez creusé le sujet. Je trouve que ça se voit. Ouais, je crois aussi. Tu vois, enfin, tu vois qu'il y a plein de trucs qui sont pas mal, mais il y a un machin où tu vois que, paf, non. Et je trouve que ça se voit vraiment. Et puis, en plus, souvent, les personnes qui se sont renseignées, ont pas la même réaction que les personnes qui se sont pas renseignées. C'est, souvent les personnes qui se sont renseignées, mais qui se sont plantées, souvent, il y a des excuses, il y a: «Je suis désolée, pourtant je pensais avoir bien, m'être bien renseignée». Enfin, tu vois? Alors Ouais, ouais. que souvent les personnes qui se sont pas renseignées, Elles vont disons partir tout qu'elles de sont moins, suite. Ouais. c'est oui, voilà, elles vont partir tout de suite dans les tours, comme tu dis. Enfin, je suppose, comme tu allais dire. Ouais, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment flagrant, et de fait, en face, on n'a pas la même manière de répondre non plus à ça. C'est, quelqu'un qui s'est planté, il s'est planté, quoi. Bah ouais, on le fera C'est mais tous. c'est ça, c'est quelqu'un qui a même pas essayé, Se voit. ça se voit, et généralement, tu as plus envie de le secouer et de l'assommer. Enfin, moi, personnellement, voilà. C'est, tu disais que, tu as eu ce moment de tadam! De la part de ton cerveau il y a, à 20 ans passés. Ouais. Hem, mais il me semble que tu as, arrête-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que tu as commencé à poster, avant que, ce moment de tadam! Soit partagé au monde. Est-ce que, pour toi, il y a eu une différence de traitement de la part des gens vis-à-vis de ce que tu écrivais avant et après, ton coming out, public? Ouais. Honnêtement, il n'y a pas eu tellement de coming out public. C'est un peu le mien, là. Il y a plein. Ça fait 10 ans que j'écris au masculin en ce qui me concerne, ou où je mets quand même des indices gros comme des maisons, comme des continents, et il y a toujours des gens qui ne voient rien. C'est fantastique, quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. C'est ça. Ouais. Mais j'ai oublié la question. Si, est-ce que j'ai vu une différence? Oui, voilà. J'ai pas publié grand-chose avant quand même. C'était des petites nouvelles par-ci par-là. Je pense pas que j'étais déjà sur Wattpad. Non, j'étais pas déjà sur Wattpad. Donc, j'ai pas tellement vu de différence, mais c'est parce qu'il y a très peu de gens qui ont lu ce que j'ai écrit avant, tout simplement, en fait. C'était des nouvelles qui étaient mises sur un blog, qui avaient pas une visibilité énorme. Les gens qui lisaient, c'était des gens, et qui commentaient en tout cas, avec qui j'avais des interactions, c'était des gens que je connaissais très bien, même si c'est des gens que j'ai jamais rencontrés en vrai, hein, mais et les gens qui sont toujours là depuis, vu qu'on était amis et que
c'était quand même des gens bien. Enfin, ce sont toujours des gens bien. J'ai pas vraiment vu de différence dans leur réaction. Mais encore une fois, j'ai pas une audience énorme aujourd'hui et avant, elle était encore plus minuscule. Donc, j'ai pas. C'est peut-être pour ça que j'ai pas vu de différence non plus. Tu sais, la question de l'audience, moi, c'est vraiment quelque chose. Tu as des gens qui rêvent d'avoir des milliers de personnes qui les suivent et qui, quand ils me voient débarquer avec même pas 500 abonnés Insta, me regardent de haut et tout. Sauf que moi, j'ai envie de leur dire, ok, t'en as 10, 15 ou 20 fois plus. Mais si tu postes pas pendant 3 mois, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que si tu proposes un truc, ils vont adhérer systématiquement? Et généralement, la réponse est non. Alors que des fois, nos audiences sont peut-être petites, mais en même temps, eh ben, moi, je sais que j'ai eu un gros moment à vide en termes d'énergie, de capacité, etc. Donc j'ai été absente pendant plusieurs mois, par exemple, d'Insta. J'ai pas posté de newsletter, ni quoi que ce soit. Et pourtant, quand je suis revenue, eh ben, les gens sont revenus. Les gens ne se sont pas désabonnés à mon retour de mail et tout, alors que ça devrait être la norme. Et peut-être une petite audience, mais en fait, est-ce que c'est une audience qui te suit, quoi? Moi, c'est surtout ça que je trouve intéressant, en réalité. Ouais. C'est très vrai. Après, même au niveau audience qui suit, j'en ai pas beaucoup quand même. Pas autant que toi, clairement. Mais Moi, je oui. suis là. Mais ouais. Bon, on va avancer tranquillement vers la fin de cette interview. Et j'ai une question à te poser, vraiment super importante. Je t'écoute. À quelle question rêves-tu de répondre? Ah là là, si j'avais pu prévoir. Oui, non, mais parce que voilà, il faut quand même expliquer. Tu ne sais rien. C'est la Rien du règle avant un enregistrement avec moi. On ne sait rien. Voilà. J'ai demandé pourtant, hein, mais on m'a dit non, ça ira très bien. Ça va très bien jusqu'à présent. Oui, jusque-là, ça va. Là, tu me poses la question à laquelle j'ai raté tous mes entretiens d'embauche. Alors, rassure-toi, il n'y a aucune raison que tu rates cet entretien d'embauche, vu que ce n'est pas un entretien d'embauche. Ah bah alors, T'as vu ça ça? va déjà beaucoup mieux. Une question à laquelle j'aurais voulu répondre. Je réfléchis pas très vite, moi. Je l'ai réellement pas du tout anticipé. Non, mais ton question était très bien. Franchement, on a fait le tour de pas mal de choses. J'avais réfléchi à quelques petits trucs qu'on pourrait raconter. Je suis pas venue non plus totalement sans rien préparer du tout, parce que sinon, je n'aurais pas su parler. J'aurais pas su aligner deux mots. Le côté potentiellement sadique des questions et tout. Je note. Non, mais j'ai quand même pas préparé grand-chose non plus. Parce que j'y vais au feeling, j'y vais à l'impro. Et pour le résultat qu'on connaît, des fois, pas terrible. Mais non, franchement, tes questions ont fait le tour de beaucoup de choses. Moi, je vois pas tellement ce que je pourrais ajouter de plus. C'était très bien préparé ça. Bon, parfait. Alors écoute, 2 dernières questions. Il y a une question du chat, parce que si tu veux, quand je lui ai dit, bon alors écoute, là il va falloir que tu te pousses, parce que j'ai un enregistrement, il m'a regardé d'un air dire, tu te fous de ma tronche. Et donc, pour me faire pardonner, il faut évidemment que je pose une question de sa part. Ok. Voilà. Et donc, il se pose une question extrêmement importante. Mais vraiment, pour lui, c'est une question centrale.
Donc, j'espère que tu apporteras une réponse à la hauteur de ces attentes. Bien. À savoir, dans ton univers, les chats, on leur sert plutôt des crevettes ou du saumon? Hmm. Eh ben, je dirais, je dirais du saumon, même si c'est clairement pas moi qui le préparerais. Non, j'ai une anecdote à ça. Euh, Mon compagnon avait un chat avant. On l'a eu ensemble aussi quand il est venu habiter chez moi. Ce chat était extrêmement difficile pour la nourriture parce que avant de venir habiter, avant qu'on habite ensemble, quand il se préparait à manger, il préparait pour le chat aussi. Le chat était habitué à avoir du saumon en croûte ou, euh, ou des trucs comme ça préparés pour les humains en fait. Ah, le Du coup, chat on arrive. princesse. Ah oui, oui, elle était adorable, hein, mais elle était habituée à bien mieux que la petite pâtée dégueulasse que je lui ai mis dans sa gamelle la première fois où elle m'a regardé. Tu crois vraiment que je vais manger ça? Moi? Donc voilà, saumon en croûte. Saumon en croûte, ok. Alors, je t'informe tout de suite que le chat demande à savoir s'il peut être hébergé par ton compagnon. Oh, je suis Voilà, sûre qu'il dira oui. voilà, je transmets la demande d'asile, hein. Très bien, très bien. Voilà. Et puis notre dernière question, qui est notre question fil rouge, que je poste à toutes les, que je pose, pas que je poste, que je pose à toutes les personnes qui se retrouvent avec moi autour de ce micro. C'est quel récit est-ce que tu aurais aimé écrire, donc qui existe réellement, et Hmm. pourquoi? Hmm. Très bonne question. Euh, Peut-être le... Ah mince, c'est quoi le titre? Ceux qui grattent sous la porte ou... Est-ce que tu vois de quoi je parle? Du même auteur que La maison au milieu de la mer céruléenne. Ah, TJ Klune? Klune? Ouais. Euh, Attends, comment est-ce que ça s'appelle? Attends, sous la porte qui chuchote. Oh, la porte qui chuchote, ça doit être ça, ouais. Parce qu'on a une histoire vraiment hyper touchante entre le, le patron du café qui s'occupe de passer les âmes dans l'au-delà et une âme qui arrive, qui est à la base un personnage ultra désagréable, vraiment. Au début, tu te dis que tu vas pas pouvoir l'apprécier tellement il représente tout ce qu'on n'aime pas, tous, de manière générale. Et il va tellement changer au contact du patron du café et des autres personnages tout autour. Il y a, je crois qu'il y a un grand-père fantôme, il y a l'assistante de la mort qui est géniale, il y a un chien, je pense que c'est un chien, ouais. Et je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment énormément touchée. Je pense que j'ai pleuré à plusieurs moments aussi, ce qui n'arrive pas si souvent que ça non plus dans les livres. Et oui, j'aimerais pouvoir écrire un truc qui touche autant les gens que ce livre-là m'a touché. D'accord. TJ Klune, souvent j'ai remarqué que soit on adore, soit on déteste. Généralement, il n'y a pas de milieu. J'ai pas encore vu des gens qui détestaient. Alors moi, sans aller jusqu'à détester, pour être honnête, je suis très mal à l'aise avec sa normalisation de certaines drogues. Ah ouais? Je sais qu'aux États-Unis, fumer certaines herbes est tout à fait légal. C'est pas le cas en France et j'avoue que je suis hyper mal à l'aise avec. Mais ça ne retire aucune qualité à ces bouquins qui sont généralement très agréables à lire et avec des personnages qui sont extrêmement sympathiques et vraiment très chouettes. Ah ouais, j'avais jamais remarqué ça. Chez lui, c'est pas un truc qui me dérange spécialement.
J'ai aussi Disons, beaucoup de personnages qui sont très addicts à beaucoup de choses. J'essaye de jamais romantiser ça, par contre. Euh, mais du coup, ça m'a pas spécialement choqué, je dois te dire. ouais, moi, dans les deux que j'ai lus de lui, à chaque fois ça revenait. Alors c'est peut-être que les deux seuls où il en parle. Les manques de peau, c'est les deux que j'ai lus. Et C'était lesquels? hmm. C'était lesquels? Il y a Comment se comporter comme une personne normale, Ah, j'ai pas lu où j celui-là. où j'ai trouvé que, les personnages autour étaient très, très bons et le deuxième, ah, ça m'échappe. Je ne sais plus. Ça va me revenir. Mais évidemment quand on aura coupé, Bah la oui, bien sûr. vidéo. Voilà, sinon c'est pas drôle. Ah oui, mais il y a encore beaucoup de livres de lui que j'ai pas encore lus, donc c'est peut-être dans ceux-là, parce que ça me choque pas vraiment dans ceux que j'ai lus. J'ai rien remarqué comme ça. Voilà. Après, franchement, ça ne, retire vraiment aucune qualité, à ces bouquins, qui sont très bien écrits, avec des personnages secondaires que je trouve vraiment absolument géniaux. Mais c'est vrai que, je suis pas à l'aise avec ça et donc, disons que ça casse un petit peu le côté assez fantastique de son bouquin pour moi. Mais je pense que pour les gens qui y sont pas sensibles, ces bouquins passent nickel, quoi. Ah ouais, C'est je mais on comprends, il a y a tous aussi des des trucs trucs. comme ça. Ouais. C'est souvent les personnages qui fument et où il n'y a pas de problème, et même juste de la clope. Ouais, donc je comprends le malaise très bien. Ouais, c'est, puis après, il faut pas oublier, qu'il est américain et que aux États-Unis, il y a un certain nombre d'États où, fumer, certaines choses est tout à fait légal et que ça paraît normal que, pour lui, ça soit pas forcément un sujet ou un problème, quoi. Ouais. C'est, c'est comme, je pense que, enfin, dans un écrit européen où, les gens boivent du vin ou boivent de la bière, ça choquera certainement des gens, qui viennent de pays où c'est strictement interdit. Ouais, ouais, tout à fait. C'est, mais, mais voilà. Eh ben, écoute, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Non? Ah non. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview. J'ai vraiment été ravie de t'avoir à mon micro. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Merci beaucoup. Avec C'était très plaisir. chouette. Je reviendrai si tu veux. Oh, ça sera pas oublié, méfie-toi. Ok. De votre côté, chers auditeurs et chères auditrices, chères auditorices, je vous remercie pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à nous écouter papoter avec Cobb. Je vous propose, bien, tout simplement qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Et qui sait, peut-être que vous en saurez un petit peu plus sur une nouvelle personne qui écrit des petites choses fantastiques. Je vous remercie encore et à très bientôt. Bye bye! C'était Les mots de l'écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note, un petit commentaire ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Tu m'y retrouveras sous le nom de Vicky Saint-Ange. Et puis si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager le lien. À très vite!